Enfin, je suis le parrain de ton fils. Bonjour Vanity Fair. Nous allons revoir les scènes marquantes de ma carrière. 150 ans de carrière, vous savez, il y en a des choses à dire. J'aime tes mains. Quoi? J'aime tes mains, voilà. Je te jure que je sais pas ce qui m'arrive. Mais ça fait déjà plusieurs mois que je ressens un truc bizarre quand je te vois. On me redit souvent cette réplique. Enfin, je suis le parrain de ton fils. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin! On m'a même demandé l'autre jour de l'enregistrer plusieurs fois parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui me dit mon fils répond à quoi que je lui demande. Enfin, je suis le parrain de ton fils. Viens manger. Enfin, je suis le parrain de ton fils. Tiens-toi le bras. Enfin, je suis le parrain de ton fils. Tu vas être en retard. Enfin, je suis le parrain de ton fils. Donc c'est devenu culte, gag, tout ça. Non, je regarde, moi, je suis toujours impressionné par les partenaires parce que là, il y a une telle candeur chez Benoît dans son aveu, la difficulté qu'il a et tout ça. C'est ça qui fait la scène. Avec cette espèce de personnage que Guillaume m'a confié, qu'une espèce de radical comme ça, toujours. C'est drôle parce que la réputation du mec qui râle et tout ça, elle vient de ce film. Alors ça, plus 2 ou 3 trucs que j'ai dû dire où je me suis un peu énervé. Voilà, maintenant j'ai pris la suite de Jean-Pierre Bacry, qui était mon ami, que j'admirais beaucoup. C'est quoi, c'est une connerie des autres, c'est ça? Max, s'il te plaît. Hein? Ne prends pas comme ça. Je te jure, c'est déjà difficile pour moi de te faire un aveu pareil, alors. Ça aussi, ça se joue dans la comédie, hein. Vous savez, quand vous râlez, mais que y a pas de violence, à vrai dire. Il y a simplement, la violence, elle est contre vous, quoi. Ça peut faire rire, je pense. Ce qui est bien dans la comédie, pour les acteurs qui sont pas trop égocentriques ou trop narcissiques, c'est d'être ridicule. Aimer ça. Aimer être ridicule. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça chasse l'ego, ça fait un bien fou. On dit souvent que les acteurs, on apprend ça au conservatoire, dans les écoles. On doit avoir un clown à l'intérieur, un personnage qu'on joue et qui nous fait rire nous-mêmes. Une espèce de double de nous, un double ridicule de nous, quoi. Ce qui est bien avec Guillaume, je vais le dire sans aucune prétention, parce que tous ces acteurs sont très bons. C'est-à-dire qu'il est lui-même acteur et il sait qui est bon, quoi. Et moi, je lui dois beaucoup. Surtout pour le film d'avant, pour ne le dire à personne, où il s'est battu pour m'imposer dans le film. Nina, viens. Ah oui, avec le chien là-bas, oui. Non, c'est intéressant parce que Guillaume m'offre ce rôle, comme je vous l'ai dit, le budget est assez conséquent, je fais pas le poids au niveau de la production, fait l'effort, parce que Guillaume me dit c'est lui et personne d'autre. Et après il m'explique que c'est un problème d'émotion, quoi. Il dit, toi t'as une émotion que les autres n'ont pas, t'as une vulnérabilité, t'as une faille, appelons ça comme on veut. Moi, je peux pas la cacher, c'est l'histoire de ma vie. Et alors, c'était drôle parce que dans le script, le gars là que je joue pleurait 3 fois. Et en travaillant avec Guillaume, j'ai dit non, on peut pas pleurer 3 fois. Tant qu'il verra pas sa femme, il pleurera pas, il tiendra le coup. Par contre, quand il la verra, là, il va craquer. Et Guillaume était très content de cette idée-là. Puis on se retrouve à la fin du film et du tournage où Marie-Josée Croze apparaît. Et donc, tout son combat et la foi qu'il a eue qu'elle était encore vivante, il a raison, il est le seul à avoir raison au monde. Et quand il la voit, là, il craque complètement. Et là, ça me renvoie à ma façon de m'y prendre. Moi, quand je travaille, je prends le plan de travail, je dis le 26 avril, on est en décembre, le 26 avril, là, j'ai cette scène où je dois pleurer, craquer nerveusement, pleurer à chaudes larmes. C'est pas très facile. À faire semblant, c'est facile. Mais moi, je veux pas faire semblant. Donc, en décembre, je mets déjà le rendez-vous du 26 avril. Et j'y pense sans cesse, sachant que j'ai un rendez-vous ce jour-là. On arrive au moment de faire cette scène, et Guillaume me dit, tu as 20 minutes avant que le soleil descende, et on va faire ça avec le soleil et tout ça. Arrive le truc au bout de 20 minutes, et voilà mon rendez-vous qui est là. Et là, je suis à côté de l'arbre, et arrive Marie-Josée Croze, et je sens que ça vient pas, quoi. Je prends un temps comme ça, et finalement, je ne sais pas pourquoi, je tombe sur mes genoux. Je vois le caméraman, donc une espèce de double conscience qui me suit. Ce qui me plaît, parce que je me dis, s'il m'a pas suivi, il faut refaire. Et en tombant sur les genoux, je tombe sur un caillou. Et ce caillou, c'est la douleur de l'enfant qui se fait mal. Et je pleure immédiatement. Vous voyez cette petite magie-là
Mais aussi parce qu'il y avait le rendez-vous. Moi, je ne suis pas pour grand-chose. Tout le monde peut le faire. Simplement qu'il faut bien mettre les choses en place avant. Et depuis, ça m'a servi plusieurs fois. Et ça coûte combien, ça? Je crois qu'il est à 30 000 €. Je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 €? C'est pas possible, ça. Ah bah si, c'est possible. Bon, mais ça, c'est cette histoire d'amitié qu'on joue avec Omar. Là aussi, alors là, c'est flagrant, cette histoire de partenaire. Parce que quand j'ai lu le script, il était très bon, ce script, et j'appréciais beaucoup Omar, sa facétie, son humour, quelqu'un de très intéressant. Mais quand j'ai lu le script, j'ai compris que lui allait jouer l'Auguste et moi le clown blanc, c'est-à-dire que les rires étaient pour lui, quoi. Et ma première réaction, c'est de me dire, je vais le faire, le film me plaît, et il va falloir que je fasse preuve d'abnégation. Mais je me suis dit, humainement, ça va m'enrichir, l'abnégation, c'est toujours bon. Et je disais toujours à Omar, n'oublie pas que tu joues pour deux, hein. Donc, et j'étais son spectateur. Et il a tellement de talent, il est tellement drôle, il ce rire communicatif très généreux, mais aussi l'humour qu'il a, la facétie, comme je disais. Enfin, c'est vraiment un grand acteur de comédie que j'étais en face de lui et j'étais le premier à rire finalement. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Je pense que le duo s'est créé comme ça, c'est-à-dire, finalement, je lui demandais de jouer pour moi parce que je pouvais rien faire, et du coup, il y avait cette écoute que j'avais sur lui qui le valorisait. Si j'avais voulu marcher un peu sur ses plates-bandes, le film n'aurait pas eu cette qualité. C'est une histoire sentimentale, c'est une histoire d'amitié. Je vais essayer de voir ça. Hein. C'est quoi ces canards? Oui, d'accord. Oui. Quel canard? Là, vous avez pas vu? Ils ont voulu m'attaquer, hein. Ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres. C'est le mal de loi. Ouais, moi aussi, un jour, je me suis fait attaquer. 22 points de suture. Ça, ce film est très important pour moi parce que, vous savez, quand vous débutez en tant qu'acteur, vous faites un jour à la télé et puis vous faites rien pendant 3 mois et puis vous refaites 2 jours. Et à chaque fois, j'étais là dans mon canapé, je me faisais chier et je me disais vraiment, c'est très con ce métier parce que au moins, s'il avait fait des études, je pourrais être médecin. Et médecin, voilà, un truc qui est utile. Alors que là, vous êtes complètement désœuvré quand vous travaillez pas comme acteur. Et donc, quand Lilti, que j'admire beaucoup, parce que là, lui aussi, il est médecin, et son père voulait qu'il soit médecin, mais lui, il voulait être cinéaste. Et donc, il a suivi son père, et à chaque année de médecine progressée, il faisait un court-métrage. Et quand il a eu fini ses études de médecine, il a fait des longs-métrages. Donc, il est un metteur en scène exceptionnel, d'une humilité dingue. Et je crois que j'ai jamais autant aimé un rôle que celui-là, parce que je l'ai vécu à fond, pendant 2 mois et demi. J'adore ce film, que je trouve très réussi. C'est un gros succès, hein. Et sur une histoire, finalement, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui est juste sur l'humain. Ce médecin est humain. Donc, il a promis à ce vieux qu'il mourrait chez lui. Puis finalement, on va l'envoyer à l'hosto. Et je me rappelle quand on a tourné cette scène où Marianne Denicourt m'avoue qu'elle l'a envoyé à l'hôpital. Et il y avait un espèce de saladier en céramique avec plein de noix dedans. Et je cherchais comment jouer la réception de cette trahison, quoi. Et je me suis approché de la table, tapé sur le truc. J'ai pété le machin et toutes les noix sont parties à travers le truc. Et comme je me rendais pas compte, quand on a coupé, Lilti, il était assez impressionné par ce mouvement de violence, toute l'équipe aussi. Moi-même le premier, parce que je me suis fait mal à la main. Mais c'était pas du tout ce qu'il fallait jouer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi un acteur. Tu peux pas faire ça. Enfin, le médecin, il peut pas faire ça, c'est trop violent. Mais bon, l'acteur, lui, il cherche, quoi. Donc il fait un truc qui est complètement... ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut faire. Donc on a refait. Et après, on l'a pris un peu dans l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant de chercher comme ça. Modification depuis cette date. En ce qui concerne l'acquéreur, monsieur et madame Lagrange sont présents à l'acte. Forme des engagements et déclarations. Excusez-moi. Oui. Je vais vous demander de partir, la maison n'est plus à vendre. Oui, bon, moi j'étais content de retrouver ce personnage parce que je me suis tellement amusé dans ce mini psychopathe hyper obsessionnel, maniaque, avec la fouine. Tu veux ça comme ça? Oui, c'est pour les fouines. Il paraît que la musique les fait fuir. Oh,
On va voir si elles aiment ça. C'est culot. Je me suis beaucoup amusé. J'ai même eu des idées. Quand je casse le mur comme ça avec la hache, d'un seul coup, il y a le trou dans le mur et j'amène ma tête et me vient directement « Salut, c'est le proprio !» C'est le proprio! Et je les entends se marrer, tout ça, mais c'est parce que je suis dedans, quoi. Il a gardé la réplique, mais ce que je veux dire, c'est que là encore, c'est une histoire d'acteur. Et Guillaume, il sait faire les castings de ses films. C'est pour ça que ses films sont réussis. Il sait qui est bon, qui peut jouer ça et pas ça. Ça, le rôle m'a plu parce que j'étais content de le reprendre. J'aime toujours les personnages critiquables. Ils sont beaucoup plus intéressants. Au même titre que les monstres. Les monstres sont toujours assez intéressants. Quand vous incarnez un monstre, il faut lui trouver un peu d'humanité. Et quand vous incarner un héros, faut lui trouver des défauts. Moi, je dis toujours que si je devais jouer James Bond, je vous rassure, j'ai pas le physique, mais il me faudrait une verrue sur le nez, ou il me faudrait qu'il soit radin, ou impuissant. Là, ce serait ça, mon James Bond. J'aurais besoin de la référence du livre Le sexe pour les nuls, de Ruth Westheimer dans la collection pour les nuls. Bon, cette scène est drôle, évidemment, elle est très bien écrite. Il cherche à se documenter, quoi. Hein. Donc, il va dans une grande librairie, une grande surface de librairie, et puis il cherche tout ce qui est attrait à la sexualité, et surtout, précisément, sur le plaisir féminin. Donc, il a chopé 4-5 bouquins, il vient à la caisse, il est très content, parce qu'il va pouvoir y comprendre quelque chose, parce que nous, les hommes, le corps féminin, franchement, à 14 ans, vous savez pas, à 24 non plus... Et quand vous savez, quand vous croyez savoir, généralement vous vous gourrez, quoi. Je lisais que Freud pensait que le clitoris, par exemple, servait à rien. Vous vous rendez compte? La référence HP-le sexe pour les nuls -2990A3. Ce qui est drôle, vous voyez, c'est quand je joue la gêne, je le fais de manière assez agressive. C'est-à-dire que le mec, il contre-attaque, quoi. Plutôt que de dire... Je suis désemparé, non. Je suis pas désemparé, je suis presque agressif. Allez, merde. Et peut-être que ça rend vraiment la gêne encore plus ridicule. Faut pas être touchant là-dedans. Faut être très gêné, quoi. Figure-toi qu'il me fabrique un sextoy. C'est une vanne. C'est la meilleure idée que t'aies eue depuis très longtemps. Si tu veux, on fait équipe. Quand un couple rencontre un gros problème, et généralement des problèmes physiques, des problèmes sexuels, de non-satisfaction dans nos vies, on a tendance à dire c'est pas le bon partenaire. Je me barre, salut, on se cache, je vais chercher le bon partenaire, en espérant que c'est uniquement un problème de la femme, uniquement un problème du mec. Et là, justement, ils prennent à deux le problème. Ce qui fait toute la comédie, c'est que lui, qui est ingénieur et bricoleur, il se met en quête de trouver l'appareil qui pourrait stimuler, et elle devient le cobaye sur lequel il essaye tous ses prototypes, quoi. Donc ça, évidemment, c'est très drôle, dès lors qu'évidemment, les prototypes, ils marchent pas, quoi. Ou alors, ils sont mal foutus, quoi. Oh, la scène est drôle. Le film est très drôle.